À nouveau moi pour l'œdème pulmonaire d'immersion, mais cette fois-ci, on va voir les petites subtilités pour le scaphandre. Comme vous avez pris connaissance du premier MOOC sur l'OPI en apnée, dans un contexte qui visait surtout à vous expliquer la sécurisation médicale de cette discipline en compétition, ici on va s'attacher plus à vous démontrer en fait qu'il y a des facteurs supplémentaires, ou en tout cas différents, c'est une situation complètement différente. Mais on refera une petite redite, mais très rapide. Donc ici par exemple, la dia ici, elle vous parle des contraintes ventilatoires en immersion. Bon, je ne fais pas de comparaison, évidemment, avec l'œdème pulmonaire d'immersion pour l'apnéiste, mais clairement que là, vous allez respirer sur un détendeur. Donc les contraintes ventilatoires vont être complètement différentes, puisque d'un côté, on ne ventile pas. Hein, d'accord, on respire, mais on ne ventile pas. Tandis qu'ici, on respire et on ventile. Super. Mais il y a des contraintes. Donc on va en parler juste après. Et quoi qu'il en soit, l'œdème pulmonaire d'immersion, il est comparable au niveau des images avec celui de l'apnéiste. Hein. Le résultat, il est le même. Donc c'est une brusque inondation de liquide dans les alvéoles, que je vous ai appelé transsudat. Alors on peut dire séreux, puisque c'est noté sur la dia là-bas. C'est séreux, ça pourrait être notifié séro-hémorragique si vous avez du sang dedans. Ça va troubler les échanges gazeux, je vous l'ai expliqué lors du premier MOOC. Hein. Donc, si un apnéiste il est en hypoxie, lui, ça sera un beau sujet d'expérience pour vous démontrer que ça agit bien sur les échanges gazeux. Mais même chez le plongeur scaphandre, évidemment, ça va induire des soucis, même si lui, il n'est pas en hypoxie pendant qu'il plonge. D'accord ? Quoi qu'il en soit, les conséquences, c'est les mêmes. Les symptômes, ça va être les mêmes. On va déboucher sur une insuffisance respiratoire. Donc, on va approfondir ce qu'on a dit sur le premier MOOC, mais adapté uniquement chez le plongeur bouteille. Alors, c'est moi qui ai la dia, j'attendais qu'elle passe la dia suivante. Alors, ici, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure de la barrière alvéolo-capillaire. Là, vous la voyez en vrai avec un microscope électronique. Vous voyez la fameuse membrane dont j'ai parlé, qu'on appelle la membrane basale, qui est au milieu. Si elle se déchire, c'est extrêmement grave. Au milieu, vous avez un gros, enfin sur la droite, vous voyez un gros cercle noir, c'est un globule rouge. Donc vous voyez l'échelle, hein, donc là, on est de l'ordre du dessous du micron. D'accord ? Donc vous allez voir, une barrière alvéolo-capillaire, c'est 0,3, 0,4, 0,5 microns maximum. Puis vous avez côté, puisqu'il y a le globule rouge, il est forcément dans une lumière que vous voyez blanche. Et la première partie de la paroi, vous avez deviné, c'est la paroi capillaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'endothélium vasculaire. Et puis de l'autre côté, vous avez la membrane alvéolaire. Et puis vous débouchez dans les poumons, c'est-à-dire là où il devrait y avoir de l'air. S'il y a un transsudat qui passe, eh bien la partie au-dessus là, la lumière alvéolaire, elle est remplie de liquide. De ce fameux transsudat, et bien là, ça va contrecarrer les échanges gazeux. Voilà. Ça, c'est le Blood-Shift, illustré, qu'on n'a pas illustré de l'autre côté, donc c'est pas mal que vous le revoyez, ça vous fera un petit bourrage de crâne. Vous voyez, quand on met un corps en immersion, ici on l'a mis complètement en immersion, non, on a mis la tête en dehors, on n'a pas mis complètement. Et vous voyez la remontée du sang dans le thorax. C'est une image, mais ça vous permet de bien comprendre ce que c'est que le Blood-Shift et cette fameuse augmentation de la pression intrathoracique qui va induire ce fameux gradient de pression qui va pousser en fait le sang à se filtrer à travers cette fameuse membrane alvéolo-capillaire. Les contraintes, alors dans toutes les pathologies, vous avez souvent les mêmes facteurs de risque. Alors l'exercice physique, que ce soit pour l'accident de désaturation, une mauvaise condition physique ou l'exercice physique, vous retrouvez toujours les mêmes facteurs. Le froid, idem. D'accord ? Donc le froid ne va pas vous protéger, ça va être un facteur favorisant l'accident. Dans ce cas-ci, puisqu'on parle de l'OPI, c'est un facteur favorisant. Le stress, idem. Donc tout ça, vous le retrouvez même dans l'accident de désaturation. Ce sont des facteurs favorisants de l'accident de désaturation aussi. Mais pour l'OPI, idem. Les contraintes respiratoires, c'est un petit peu plus facile à comprendre parce que si vous mettez des contraintes respiratoires, à travers, par exemple, on va voir ça juste après, un détendeur qui serait mal réglé, par exemple, d'où l'intérêt de bien maintenir vos appareils respiratoires en ordre et d'avoir du bon matériel, d'accord ? Là, je ne cite pas de marque, je parle de bon matériel, c'est-à-dire d'avoir une respiration comme si vous étiez à l'air. Je ne vous fais pas le montage sous l'eau là. Et alors, l'hyperoxie, ça c'est une grosse discussion. Parce que l'hyperoxie, ça veut dire qu'on attaque un moyen en fait de prévenir les accidents de désaturation à travers les mélanges hyperoxygénés et suroxygénés qu'on appelle le nitrox notamment. Donc si on a un nitrox, donc là c'est un mélange purement suroxygéné, je vous dis notamment parce qu'on pourrait penser à du triox par exemple, donc c'est-à-dire un mélange suroxygéné dans lequel on aurait remplacé une partie de l'azote
par de l'hélium. Alors là, je rentre dans un truc plus technique pour l'accident de désaturation, mais quoi qu'il en soit, c'est deux mélanges qui pourraient être suroxygénés. Donc l'hyperoxie aurait démontré un rôle dans l'apparition de l'œdème pulmonaire d'immersion. C'est pour ça que quand quelqu'un est à la surface de l'eau, je ne vais pas, alors qu'il a des lésions pulmonaires, lui faire respirer un mélange suroxygéné sous l'eau. Déjà, s'il est en accident, il ne va plus sous l'eau. Donc si vous avez un accident, on ne remet pas un plongeur sous l'eau. Qu'il ait un œdème pulmonaire d'immersion ou une autre pathologie, vous ne le remettez pas sous l'eau. D'accord ? Les procédures de rattrapage pour les accidents de désaturation, vous savez bien, c'est uniquement quand le patient il va bien. Enfin, c'est pas un patient. Quand le plongeur va bien. Si c'est un patient, c'est fini, il doit être évacué. Ok ? Donc, respirer sous l'eau, d'accord ? Chez un patient, là je parle de patient, qui a un œdème pulmonaire d'immersion, c'est une très mauvaise idée. Hein, d'accord ? Donc, surtout pas ça. Okay, donc voilà, l'oxygène sur le bateau, ça c'est immédiat, automatiquement. Si vous en avez même sur l'eau, comme j'ai montré tout à l'heure, allez-y. Mais le plus rapidement possible, le patient a de l'oxygène, le mieux c'est dans toutes les pathologies de la plongée. Okay. Alors, deux profils de patients. Ça c'est intéressant. Hein. Donc on a vu tout à l'heure des œdèmes pulmonaires d'immersion chez des apnéistes. Ok, des contraintes particulières. Mais souvent, mais je vous ai dit pas tout le temps, maintenant on assiste à un vieillissement de l'apnée profonde. Et donc, on a des gens qui sont plus âgés, qui font de l'apnée profonde. Ici, on n'est pas en apnée, on est en plongée bouteille. Alors, en plongée bouteille, je ne vous dis pas. Moi, ce qui m'a frappé dans ma dernière intervention en comité technique, ça se passait dans la région centre, c'est qu'on constate qu'effectivement, les moniteurs deviennent, comme leurs plongeurs d'ailleurs, hein, de plus en plus vieillissants. Je n'ai pas dit bedonnants, hein, j'ai dit vieillissants, mais parfois, c'est bedonnant aussi. Donc, on accumule des facteurs de risque. Donc, n'oubliez pas l'importance dans la prévention des accidents, notamment de l'OPI, c'est une bonne condition physique, une bonne respiration, quelqu'un qui ne fume pas. D'accord ? Encore une fois, le tabac, c'est pas que l'OPI, mais ça peut être l'OPI comme l'accident de désaturation. Et comme toutes les maladies, finalement. D'accord ? Donc, vous avez deux profils. Le sujet jaune en bonne santé qui fait un effort intense, avec des risques de récidive, et avec éventuellement différents types de pathologies, et bon, ça peut, comme je vous l'ai dit, s'entremêler. Et puis vous avez un sujet plus âgé avec des comorbidités, et là, le docteur qui a fait ce bouquin en association avec d'autres collègues sur cœur et plongée insiste bien sur la comorbidité principale chez le patient plus âgé, qui est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur. Or, énormément de patients, plongeurs, s'ignorent, ne savent pas qu'ils sont hypertendus parce qu'ils ne prennent jamais leur tension. Ou bien ils le savent et le cachent, ils ne le disent pas parce que, ok, ils sont traités, le médecin a mis son tampon, ils ont leur cassis, donc on ne sait rien leur dire. Mais si on prenait leur tension avant plongée, vous serez surpris. Et c'est là où on va voir naître chez le plongeur bouteille de plus en plus d'OPI, c'est ce qu'on constate déjà maintenant, hein, lié au fait que ça devient en fait un OPI mêlé à un œdème cardiogénique. Donc en fait, je vous ai expliqué que même chez le plongeur apnéiste, on pouvait avoir un effet décompensation cardiaque. Alors imaginez-vous sur un cœur qui ne va pas bien chez un plongeur bouteille. Eh bien, c'est un facteur favorisant d'OPI et c'est un type de population. On a une population vieillissante avec des comorbidités, donc hypertension, décompensation cardiaque. On a un cassis. Et le plongeur, il va dans la structure, il plonge. Parce que, évidemment, le responsable de la plongée, il a constaté que le médecin avait mis sa signature, etc. Mais malheureusement, ça cache parfois des pathologies derrière, voilà, parce que le patient n'en parle pas, tout simplement. Ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est limiter la profondeur et limiter l'effort physique. Or, une plongée, parfois, pour des raisons, vous voyez, c'est le hasard de la plongée, hein, une plongée n'est jamais l'autre. Si vous rencontrez un courant, vous savez, on ne lutte jamais contre un courant, surtout si on a une pathologie cardiaque. Donc il vaut mieux se laisser embarquer que de lutter contre le courant et de ne pas en sortir vivant parce que vous faites un œdème pulmonaire d'immersion et qui peut conduire, comme je vous l'ai expliqué dans le premier MOC, vers quoi ? Vers une perte de connaissance. Donc, qui dit perte de connaissance sous l'eau, 9 fois sur 10, ça se termine en quoi ? Noyade. J'attendais, hein, mais vous n'allez pas me répondre. Alors, donc, lors d'exercices répétés en immersion à l'effort d'une immersion profonde, vous avez plus de chances, d'accord, de pouvoir accumuler du liquide.
dans vos poumons, de faire un transsudat, de faire un œdème pulmonaire. J'avais expliqué lors du premier MOC qu'il y avait un mécanisme essentiel pour lequel nous ne sommes pas tous égaux, c'est le drainage lymphatique et le nettoyage naturel de l'œdème. Donc voilà, est-ce qu'on a la possibilité d'agir là-dessus en prévention? Là, il faudrait se pencher sur la question avec nos ostéopathes spécialisés, avec leur protocole dont j'ai parlé lors du premier MOC, qui permettrait d'optimiser non seulement l'élasticité du diaphragme, mais aussi de permettre un meilleur drainage lymphatique. On peut le faire pour des jambes, hein, pour des membres inférieurs, c'est les bottes, là, les fameuses bottes, etc. Mais sur un poumon, il y a des exercices probablement qui permettraient d'améliorer ça. Maintenant, constitutionnellement parlant, il y a des gens qui naissent avec une grosse capacité de drainage lymphatique sans faire aucun exercice. D'accord ? Alors, donc, on a parlé tout à l'heure, peut-être pas suffisamment, c'était pas le propos, on rebondit ici dans la plongée scaphandre, sur les investigations de l'OPI. On en a touché un mot tout à l'heure, l'examen de référence c'est le scanner pulmonaire. Mais on avait aussi touché un mot sur la possibilité, avec des appareillages portables qui peuvent aller dans l'eau, pas utiliser dans l'eau, mais qui pourraient prendre l'eau par accident, qui sont des appareils d'échographie portables qui nous permettent de voir s'il y a des queues de comètes, ça s'appelle. Si on voit des queues de comètes, ça veut dire qu'il y a un œdème pulmonaire d'immersion. Alors, sur le bateau, l'objectif, c'est quand même d'évacuer l'accidenté, si c'est un plongeur bouteille, le plus rapidement possible, vers l'endroit où il doit aller. Et devinez quoi? Un OPI ne va pas évidemment vers le caisson. Hein. Ce n'est pas un accident de désaturation. Sauf s'il y a un accident de désaturation qui est couplé, on décidera à ce moment-là. Mais l'intervenant à l'hôpital, dans le schéma d'évacuation, c'est évidemment un centre cardio-pulmonaire qui sait prendre en charge des patients parfois graves. Donc, c'est-à-dire un centre de soins intensifs. D'accord ? Donc, ça passe par où? Par les urgences. Donc, s'il y a une suspicion d'OPI ou d'infarctus, etc., on appelle, évidemment, si sur le bateau, vous n'avez pas de médecin, on appelle le SAMU 83, après avoir appelé le CrossMed. Mais le CrossMed va vous le faire, il va l'appeler le SAMU 83, et le SAMU 83 va appeler le terrestre. S'il y a un accident de désaturation concomitant, nous, on sera en boucle dans l'histoire. Donc, on va faire des conversations à 4 personnes, en fait. Vous voyez ? Même parfois 5, avec le directeur de plongée qui peut être sur place et qui peut nous donner des renseignements à chaud sur le bateau ou au port. D'accord ? Donc, tous les autres, je vous avais parlé aussi de l'intérêt du saturomètre. Vous n'êtes pas médecin, donc il ne faut pas jouer avec ça, mais les apnéistes ont l'habitude. Ils prennent leur saturation. S'ils constatent qu'elle est anormale, il y a un souci pulmonaire. On avait fait ça avec la Covid, avec le Krebs. Donc, pour essayer de démontrer si oui ou non il y avait un problème pulmonaire lié à la Covid. On faisait des petits tests d'effort simples, monter sur un step pendant 3 minutes, d'accord ? Monter, descendre pour faire monter le cœur. Et si on voyait que ça ne désaturait pas, eh bien, c'est qu'en principe, il n'y a pas de problème pulmonaire. Bon, c'est pas évidemment le livre de référence, mais c'est un examen qui pouvait aider, qui coûte rien. Maintenant, le mettre systématiquement comme un diagnostic médical, non, vous n'êtes pas médecin. Par contre, si vous vous intéressez à votre propre corps, pourquoi pas ? D'accord ? Maintenant, vous savez, vous avez les montres, vous avez l'électrocardiogramme qui vous montre si vous avez des arythmies. Voilà. Donc maintenant, on devient de plus en plus auto-évalué. Donc je pense qu'il va falloir faire avec ces outils-là et communiquer ça aux médecins dès que vous voyez quelque chose de normal. D'accord ? Alors, on avait fait tout un laïus sur l'OPI récidivant. Évidemment que c'est une pathologie, qu'elle soit chez l'apnéiste ou chez le plongeur bouteille, qui est récidivante. Donc le risque de récidive est important, donc il y a des restrictions de pratique à faire. Je vous en avais parlé pour le stress, c'est-à-dire la compétition dans le cadre de l'apnée, mais bon, en plongée et bouteille, vous allez me dire, il n'y a pas de stress lié à la compétition. Faux, parce que vous avez la PSP, plongée sportive, en piscine, où il y a de la compétition. Donc, dire que sur une population vieillissante, c'était le deuxième profil, vous vous souvenez, de quelqu'un qui aura un problème cardiaque qui s'ignore et qui fait de la PSP en compétition, il peut développer un œdème pulmonaire d'immersion. Donc il va sortir de la piscine en étant essoufflé, éventuellement avec des expectorations ou en toussant, etc. Vous faites face à un OPI. Donc directement sous oxygène, position latérale de sécurité
s'il y a un risque évidemment de vomissement, c'est la bonne position. Prêt éventuellement une intervention de type massage cardio-pulmonaire, hein, avec tout ce qu'il faut, hein, donc c'est pas un cours là-dessus, mais vous connaissez les protocoles, d'accord? Sinon il y a des formations pour ça, bien sûr. Et alors les conditions de restriction, ben, c'est se prémunir du froid, c'est avoir une bonne combinaison, d'avoir un bon détendeur pour les plongeurs scaphandres, puisque ce MOOC est destiné aux plongeurs scaphandres, de bien évaluer votre résistance à l'eau froide si vous plongez dans des conditions froides, etc., etc. Vous voyez, on parle ici d'appareils à port ventral, ça on peut en discuter. C'est sûr que dans les recycleurs, par exemple, en plongée, alors plus scaphandre, pas plongée bouteille, mais en plongée recycleur, le fait de porter un appareil ventral, donc qui imite en fait un poumon, c'est mieux placé qu'à l'arrière. Mais ça, on pourrait aussi en discuter, d'accord? Voilà. Les facteurs de risque en plongée, ben, c'est toujours la même chose, hein. C'est pour toutes les pathologies. Je vous ai cité principalement l'hypertension non contrôlée. Donc quelqu'un qui ne prend pas son médicament, qui malgré son médicament n'est pas contrôlé, il est à risque de faire un OPI. Une anomalie cardiaque chez un patient plus vieillissant qui ne se connaît pas ou qui se connaît et qui sait qu'il est cardiaque. Il faut faire très très attention et ne pas plonger profonde et éliminer le stress, le courant, la perte de visibilité, avoir des conditions idéales, l'eau chaude, enfin bon voilà, pas plonger quand il fait trop froid, etc. L'âge, alors ça fait mal ça, hein, quand on dit 45 ans à la limite, bon voilà, il y a des gens de 90 ans qui ont une super condition physique, il y a des gens de 35 ans qui n'en ont pas du tout. Donc c'est pas un facteur favorisant fixe, mais ça fait quand même partie des facteurs. Alors, désolé pour les monitrices, mais le sexe féminin et les hormones interfèrent aussi là-dessus. Donc que ça soit sur cette pathologie-là ou ce qu'on a appelé dans le précédent MOOC le Takotsubo, donc un infarctus lié à un stress violent avec des artères coronaires normales et qui explose un infarctus, donc avec un système artériel normal. Donc ce ne sont pas des gens cardiaques au départ, eh bien ça survient souvent en périménopause. Je vous le dis. Bon, donc il y a un rôle hormonal dans tout ça qui n'est pas encore vraiment démontré. Le manque d'entraînement physique, on en a parlé. Ça, c'est du côté du plongeur. Du côté de la plongée, vous avez vu le froid, l'effort, le stress, je me répète, l'effort ventilatoire, vêtements serrés. Peut-être les mélanges suroxygénés, mais bon, d'un autre côté, il faut toujours prendre un rapport bénéfice-risque. Et pour moi, le bénéfice, il plaide pour plonger au nitrox. Donc, je ne vais pas vous dire, ah ben oui, plongez pas avec du nitrox parce que ça va élever votre risque de faire un OPI. Pas du tout. Je plaide pour continuer évidemment à vous protéger de l'azote en ayant de l'oxygène au minimum en désaturation, donc au palier, d'accord, pour éliminer cet azote de manière optimale et sortir sans bulle. On sort de l'OPI là, mais bon, on en reparle, tout est transversal. Hein. Et alors la profondeur, là j'avais mis apnée entre parenthèses, mais vous avez compris que c'est valable aussi pour la plongée bouteille. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous l'ai dit déjà, donc là, je ne vais pas me répéter. Extraction rapide de l'eau, vite enlever le mécanisme du masque. N'oubliez pas que quand vous sortez de l'eau et que vous montez sur l'échelle, okay, le fait d'enlever le masque, d'accord, vous prenez le risque de tomber dans l'eau. À vous à évaluer, hein, si la mer est déchaînée, pourquoi pas, d'accord? Donc ça, encore une fois, c'est un bénéfice-risque. Mais s'il n'y a pas de danger à tomber dans l'eau, de toute façon, vous avez un gilet que je sache. Hein. Donc, si vous n'avez pas votre gilet, c'est une autre histoire. Si on s'est délesté de tout, c'est très bien pour prévenir un accident de désaturation. Dans ce cas-là, on fait attention à la remontée, ne pas tomber. Mais là, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus le détendeur. Okay, le fait de ne pas avoir de détendeur va optimiser votre respiration. Et donc, ça va aider aux échanges gazeux. Donc, c'est une des raisons de remonter à l'échelle sans le détendeur. Correction de l'hypoxémie. D'accord? Position assise, on prend l'oxygène, on récupère, etc. Si les symptômes sont là et persistent, bien évidemment, que vous appelez le CROSS. Et après l'OPI, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai dit, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il faut que la barrière alvéocapillaire qui a été abîmée soit évaluée. Et c'est très compliqué d'évaluer ces lésions-là. Donc, on n'a pas beaucoup de réponses à ça. Mais on va les évaluer, on fera peut-être un contrôle par imagerie. Et on misera minimum sur 2 mois, mais ça pourrait être 6 mois, comme ça peut contre-indiquer malheureusement complètement l'accès à la plongée. Je vous donne un exemple qu'on a vécu, c'était une remontée très rapide, très rapide, sur 2 patients à risque sur le plan cardiovasculaire, à savoir
que les deux étaient vieillissants et avaient des pathologies associées. Ils plongeaient à 66 mètres. Je mets la plongée à l'air, pour ne pas dire qu'ils plongeaient à 67. Mais ils plongeaient très profond. Donc ça, c'est déjà un non-sens complet, c'est imprudent. Les gens qui ont une comorbidité, donc qui ont des maladies, ne plongent pas profond. Désolé. Ils n'avaient probablement pas la condition physique non plus. D'accord ? Donc ils remontent rapide. Il y a toujours un bon Dieu pour les plongeurs, 9 fois sur 10. Ils sortent de l'eau. Donc quand ils sortent la tête de l'eau, je pense qu'ils n'ont même pas fait de palier, pour vous dire. Mais heureusement, il n'y avait pas une grosse satte sur le fond. Donc ça a été très vite leur accident de remontée. Plus c'était un stress lié au gilet. Enfin bon, je vous passe le cas clinique précis. Et quand ils arrivent en surface, là, ils paniquent. Donc, ils n'ont pas d'accident de désaturation, donc merci mon Dieu. Et puis là, ils partent en direction du bateau, ils ne le voient pas, paniquent, ils reviennent en arrière, ils se cherchent, ils stressent, etc. Eh bien, un des deux patients a réussi à me faire un Takotsubo dont j'ai parlé tout à l'heure, donc un infarctus, donc c'était grave quand même, parce qu'en surface, un infarctus à gérer, sans bateau, sans personne autour, c'est pas facile pour le binôme. Et ensuite, il m'a fait un OPI gravissime. Conclusion, il est contre-indiqué complètement, parce qu'il a un cœur qui ne lui permet pas de plonger, tout simplement. Heureusement, c'est rare qu'on fasse des contre-indications totales de cette manière-là, mais là, c'était inévitable. Et ensuite, la reprise, comme on sait que c'est un accident, comme je vous l'ai expliqué lors du premier récidivant, que ça peut être une cause de décès, qu'il y a une susceptibilité individuelle, la décision de reprise sera dans les mains de votre médecin subaquatique, médecin du sport, le médecin généraliste qui a une connaissance en subaquatique peut-être aussi. Donc personne n'est exclu de la boucle, donc communiquez avec les médecins autour de vous, mais il faut que ça soit absolument un médecin qui connaisse la plongée, scaphandre, apnée, peu importe, mais qui connaisse la plongée tout court. D'accord ? Okay ?